Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Avokinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Le premier livre que je vous présente dans cette vidéo, et pas des moindres, c'est un livre avec qui en fait j'ai été contactée par la maison d'édition Lumen pour faire une collaboration rémunérée et une énorme surprise puisque pour moi ce livre ça a été un coup de cœur. Je pense qu'il y a peut-être avec un peu de recul quand j'aurai fini l'année, en tout cas ça fait partie je pense de mes meilleures lectures de l'année. Je vous le présente, il s'agit de Seul un monstre de Vanessa Len, du coup chez les éditions Lumen. Je n'ai jamais lu de roman de Vanessa Len, j'en ai même jamais entendu parler. Et je crois que je vous avais déjà présenté ce livre dans mon dernier book haul si je ne dis pas de bêtises. Chaque été nous avons la jeune Joanne Chung Hunt qui passe ses étés du coup dans la famille de sa mère. Et sa maman est malheureusement disparue. Et cet été-là va être marqué par une nouvelle et pas des moindres, puisqu'en fait du coup la famille des Hunt est concrètement un clan parmi tant d'autres de monstres. Potentiellement elle est mi-humaine, mi-monstre. Je vous laisse un petit peu vous mettre à la place de Joanne. Si on vous dit « Voilà, j'ai une petite annonce à te faire, tu es un monstre ». Pourquoi le terme monstre trop juste? Vraiment, à sa place, je tomberai dans les pommes et je chercherai à ne pas me relever. Ces monstres et cette famille des Hunt ont des dons assez particuliers. J'ai pas envie de vous les citer parce que moi, je me suis un petit peu penchée les yeux fermés dans le récit et du coup ça m'a surpris, donc je trouve que ça serait pas mal de pouvoir faire la même chose avec d'autres potentiels lecteurs. Elle bosse aussi dans un manoir parce qu'elle aime beaucoup l'histoire et elle va rencontrer quelqu'un, un jeune homme, élément clé de cette histoire qui lui aussi est un passionné d'histoire. Ce jeune homme qui s'appelle Nick a une autre casquette dans sa vie, c'est-à-dire que c'est un chasseur de monstres. Vous voyez à quel point ça ne peut pas coller? Vraiment, quand j'ai lu le résumé, j'étais en mode j'espère qu'elle court vite la tête, hein. Donc vous vous doutez, sa famille est en danger, elle-même aussi. Est-ce qu'elle doit complètement embrasser sa nature de monstre? Est-ce qu'elle plutôt va choisir de résilier cette appartenance qu'elle a? Comment protéger sa famille, etc. Ça va vraiment tourner autour de ça. Si vous aimez l'univers de Miss Peregrine, si vous aimez également l'univers de Night School, je pense très clairement que c'est le genre de bouquin que vous allez pouvoir apprécier. Les plus gros points forts pour moi dans cette histoire, c'est les dilemmes, le danger, le suspense évidemment, l'ambiance, encore une fois un énorme point fort, et cette rivalité qui est finalement vieille comme le monde, vraiment cette rivalité entre chacun des personnages, chacun des clans. Mon chat qui saute sur le bureau. C'était incroyable, j'ai vraiment adoré vraiment toute la dualité qu'il y avait dans tout ce roman. Autre point fort aussi, c'est que pour moi, l'autrice joue entre les lignes, je m'explique. C'est qu'en gros, quand on nous explique quelque chose, c'est comme si rien n'est vraiment comme il est vraiment censé être. Je sais pas si c'est plus précis, mais en tout cas c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant le 3/4 du roman. Il y a aussi, j'ai oublié de dire, ça se passe dans Londres et vraiment, il y avait un côté un peu Dark Academia, c'était tellement bien. L'intrigue était vraiment passionnante, assez originale aussi, et même si on reprend un petit peu le code de l'histoire de Roméo et Juliette quelque part, c'était vraiment, il y avait quand même sa part d'originalité là-dedans. En tout cas, si ce roman vous intéresse, toutes les infos le concernant se trouvent dans ma barre d'informations. Nous poursuivons maintenant avec un livre qui cette fois-ci m'a pas autant convaincu, voire du tout. Il s'agit du Bureau des affaires occultes de Éric Foissier qui a été publié aux éditions Albin Michel. Ici on est dans les années 1830 et il y a comme une certaine mode avec l'ésotérisme et l'occulte, et certaines personnes vont s'inspirer de ça pour commettre des meurtres et des délits. Ça se passe à Paris, c'est encore marqué des journées révolutionnaires qu'il y a eu pendant le mois de juillet. C'est aussi sous le gouvernement de Louis-Philippe et du coup on va avoir le personnage de Valentin Verne qui est un jeune inspecteur qui va être muté à la brigade des affaires occultes, du bureau des affaires occultes. Bref, Valentin Verne est quelqu'un aussi qui, comme méconnu, assez mystérieux, on sait pas énormément de choses sur lui, donc ça va un petit peu attirer l'attention. Puis il y a aussi le fait qu'il traque lui-même un criminel qui est à ce jour inarrêtable. Bon, j'avais envie de changer de ce que je pouvais lire d'habitude, j'avais envie de plonger dans une histoire qui était différente également. Je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. En fait, il n'y avait pas le côté humour que je peux avoir tendance d'avoir besoin en fait dans mes lectures. Il n'y avait pas ce côté-là, c'était très morose du coup, l'ambiance était pas terne mais c'était assez plat et en fait
vu que c'était juste là pour tenir sous tension et comme entretenir ce mystère, en fait je me suis vraiment arrêtée à ça et j'ai pas réussi à aller plus loin et j'ai pas réussi à être embarquée et ressentir plein d'émotions différentes que j'aime pendant une lecture. Donc c'est super décevant, franchement je suis hyper triste de pas avoir apprécié cette lecture. C'est le premier livre que je lis de cet auteur. Je sais pas, il y a un poil de chat, c'est génial. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai pas de choses particulières à dire, c'était pas forcément trop long, c'est pas que c'était pas fluide, mais pour moi il y avait comme un manque dans l'atmosphère, dans l'histoire, ou une certaine perception des choses qui aurait pu faire que le lecteur soit un peu plus imprégné et un peu plus actif dans la lecture. Enfin, quand je dis lecteur, du coup, c'est moi. Et ben, je n'ai pas réussi par cette chose qui manquait. Et je sais pas si c'est forcément que l'humour ou si c'est peut-être un ton un peu plus léger, un peu moins solennel. En tout cas, je suis vraiment passée à côté de cette lecture. On poursuit avec un livre que j'ai lu il y a un petit moment et que j'avais oublié de vous mettre dans le précédent point lecture. Je pensais que je l'avais mis et en fait non. Il s'agit de Toute personne qui tombe à des ailes de Elisabeth Brémy. C'est aux éditions courtes et longues. Du coup, dans cette histoire, c'est un monologue. Le monologue d'une maman qui a perdu son fils qui s'est suicidé. Donc si vous êtes sensible à ça, peut-être ne pas s'y plonger tout de suite. On balance dans ce monologue entre une certaine délicatesse des mots et une certaine force aussi, une certaine poigne. Il y avait comme le désespoir, le regret, pas la rancœur, mais le fait de ne pas avoir réussi à voir ce qui se passait, ouais, comme un sentiment d'échec. C'était très réaliste mais très profond et les mots étaient à la fois beaux et c'était perturbant parce que du coup je pleurais en même temps. J'ai mis pas mal de temps quand même à me remettre de cette lecture. Vraiment, je m'en souviens que je suis sortie de cette lecture, j'ai appelé une amie, j'étais en larmes, je me sentais vraiment pas bien. Il m'a fallu plus d'une soirée pour pouvoir me plonger dans un autre livre et ouais, c'était vraiment assez percutant comme histoire et j'ai bien aimé parce qu'il y a toute une double page, voire plus, où il y a des numéros d'urgence. Si vous êtes dans ce cas, ne restez pas seul. Il y a des personnes qui sont là pour vous entourer et j'ai vraiment apprécié que ce soit mis en avant comme ça. Je sais que dans tous les livres que je lis qui peuvent traiter de ce sujet, c'est pas forcément toujours le cas, du moins c'est pas autant complet selon moi et c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié. Ensuite, un livre aussi qui m'a mis un peu la larmichette, c'est le recueil de Léa Jeunesse, Les mots m'ont sauvé. C'est un livre qui a été auto-publié, donc par l'autrice. C'est un livre que j'ai acheté suite à ma lecture de celui-ci, de Tu as oublié mon cœur en partant, qui a été cette fois-ci publié chez Collection Earth, donc c'est son livre édité et là c'est son auto-édition. Et vu que j'avais adoré le précédent livre que j'avais lu d'elle, j'avais décidé d'aller voir un petit peu ce qu'elle avait fait d'autre et je m'étais décidée de prendre celui-ci qui notamment l'a aidé à pas mal se faire connaître. C'est un livre qui nous parle d'un amour inachevé, d'un amour interrompu, d'un deuil, et ce sont des mots qui sont mis sur des choses qu'elle n'a pas réussi à dire ou à comprendre. C'est des mots aussi qui ont réussi à l'apaiser et à la sauver comme elle dit. C'était hyper bien écrit et le sentiment majeur que j'avais en fait, c'était au fur et à mesure que je lisais les textes de Léa, j'avais l'impression de grandir en même temps qu'avec elle, en même temps qu'elle traversait cette passe, de pouvoir aussi grandir et moi me revoir dans des situations similaires et c'était un sentiment hyper bizarre et peut-être qui m'est propre, mais de vraiment cette sensation de mûrir en même temps, alors que du coup quand elle a écrit ça je n'avais pas le même âge au moment où je le lisais, mais c'était hyper perturbant d'avoir l'impression de retourner en arrière et en même temps de faire un pas en avant. Incroyable, et j'aime beaucoup sa plume, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut continuer à nous produire. Et si ça vous intéresse également, j'ai enregistré un podcast avec elle au mois d'août où on parle de toute sa carrière, un petit peu de son processus d'écriture. Je vous invite à aller voir tout ça, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec elle. Un petit peu dans le même registre, mais là j'avoue que c'est un livre qui est extrêmement populaire, encore plus que celui que je vous ai présenté avant, puisque c'est un livre de Rupi Kaur, Homebody, qui a été publié chez Nil Éditions. Alors, c'est le troisième livre que je lis de cette autrice, c'est le troisième recueil qu'elle publie. Donc ses précédents c'est Lait et miel et Le soleil ses fleurs, et là je m'étais penchée sur Homebody. J'avais adoré Lait et miel, j'avais beaucoup aimé également Le soleil ses fleurs, mais j'avoue que pour moi Homebody les dépasse largement. On va pas traiter forcément des mêmes sujets. Ici, comme pour les autres, il se coupe en 4 parties, à savoir esprit, cœur,
lumière, repos et éveil. Elle y parle de toute la reconnexion qu'elle a pu faire entre toutes ces phases-là avec son elle-même profond finalement. C'est un peu moins lumineux que les précédents textes que j'ai pu lire d'elle, mais c'est pas moins d'espoir, voire c'est peut-être plus rempli d'espoir que les précédents. On va pas mal aborder la dépression, on va aussi aborder le racisme, la misogynie, on a aussi un penchant sur la politique, des sujets qui étaient pour moi encore plus graves que les précédents, quoique c'est tout aussi grave même, mais je sais pas, c'était peut-être l'angle abordé qui n'était pas le même et du coup ne donnait pas la même vision. Mais j'ai adoré le message qu'il portait, qui pour moi était que les minorités devaient continuer à se soulever et à se souder les unes les autres et qu'on n'est pas seul et qu'ensemble ça ira mieux, je vous assure. J'ai vraiment énormément apprécié ces textes qui m'ont encore une fois touchée et comme je le disais beaucoup plus que les précédents. Je sais pas si on se rend compte, mais quand il y a des auteurs qui sont assez populaires, puisque je pense qu'aujourd'hui Rupicor a une bonne réputation, souvent on peut avoir tendance à voir dans la presse un peu à remettre en question leur talent, mais il n'y a pas de remise en question possible pour cette autrice, qu'on soit clair. Dernier livre que j'ai à vous présenter, je suis trop contente. Je l'ai fini ce matin même en lecture commune. Il s'agit de Rêve de glace de Kelly Sinclair, donc c'est le tome 1 de la saga Les Accords corrompus que j'ai eu dans la version collector chez les éditions Bookmark. Dans cette histoire, on démarre avec Olina. Olina a 17 ans. Elle vit dans le monde d'Osilis, et dans le monde d'Osilis, c'est tout feu tout flamme. Vraiment, toi chaud tout le temps, il n'y a pas besoin de mettre de radiateur, hein. Non. Tout prend feu, il fait tout le temps chaud, c'est vraiment une horreur de vivre là-bas. L'entièreté de son monde a des chaleurs, mais tu meurs quoi, enfin je ne sais pas comment ils font pour supporter ça. Et puis il y a également un autre monde. Cet autre monde, c'est le monde de Glacium. Et comme le nom l'indique, c'est un monde rempli de glace, et comme aussi vous pouvez le voir sur cette très belle couverture quand même qui m'a contagée. Olina est une jeune femme forte, c'est du coup une Tatuma et la future princesse de ce royaume. Autre chose à savoir, c'est qu'elle a un voile qu'elle porte matin, midi, soir, tout le temps. Elle dort, elle a son voile, elle va aux chiottes, elle a son voile, elle va dehors pour, je sais pas moi, aller cueillir une fleur sauvage qui peut-être a poussé, je pense pas vu les températures, mais elle a toujours son voile. Pourquoi? C'est la question principale, vraiment, du tome 1, je pense. Nous avons aussi Kedrick, qui lui vient de Glacium, qui vient un peu en mode montrer patte blanche, puisque ces deux royaumes se sont déjà fait la guerre et sont comme dans une période en mode ok on se calme, hein, on va essayer de devenir copain, mais c'est toujours très tendu. Donc il vient un peu en mission de paix, on va dire ça, et ils vont tous les deux comme se tourner un peu autour, et il va lui demander un jour d'enlever son voile. Alors, oui les choses vont changer, mais alors, je sais qu'on a cette phrase très souvent dans les résumés, mais alors là c'est vraiment du tout au tout. Vraiment, mais ça n'aura plus rien à voir avec tout ce qu'elle a pu vivre précédemment. J'ai adoré ce livre. Je ne sais pas si certains ont lu les Hunger Games, les Divergentes ou bien les Harry Potter au tout début, quand ils ont commencé à sortir. Même si ça fait un peu quelques années que c'est sorti, mais j'avais vraiment cette même sensation de découvrir une nouvelle saga et vraiment d'être complètement happée dedans et d'être mais complètement prise et d'avoir tout le temps envie de tourner les pages et d'être tellement attachée aux personnages. Rien n'a été délaissé dans cette histoire, que ce soit la politique, comment les mondes sont construits, les personnages secondaires, les personnages principaux évidemment, les complots, la médiation qui se passe entre les mondes, c'est hyper bien travaillé et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai adoré, parce qu'il n'y avait pas un détail pour moi qui a été bâclé. Alors peut-être qu'il y a eu un ou deux, comment on pourrait dire, facilités dans l'histoire, parce que c'est des trucs qu'on peut retrouver facilement, je pense en young adulte, mais bon, cliché, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais c'était pas si gênant que ça. Vraiment, c'était incroyable ce tome 1, puisque là en fait c'est un livre qui regroupe le tome 1 et le tome 2, et donc là je m'apprête à attaquer le tome 2. Si vous êtes intéressé pour une lecture commune, je vous laisse aller checker la barre d'informations, c'était juste incroyable ce tome 1, et merci à Isaline de vous l'avoir fait découvrir, je suis tellement contente. En tout cas, ce dernier livre marque la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse toutes les informations concernant Seul un monstre et la future potentielle lecture commune du tome 2 des Accords corrompus dans la barre d'informations. Je vous souhaite de bonnes lectures, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!